Et à différentes échelles, et dans le public et dans le privé. La question que je vous pose, c'est celle que j'ai posée aux autres. Pourquoi aujourd'hui l'enseignement technique et professionnel est à la traîne? Écoutez, il y a plusieurs raisons. La politique du gouvernement dans le cadre de la promotion de l'enseignement technique, les répartitions budgétaires, l'enseignement technique a le budget le plus faible du système éducatif depuis des années. Et la participation des grandes sociétés qui devaient donner leur contribution à l'éducation ne le fait presque pas. Les sociétés attendent au moment de recrutement, ils lancent un appel d'offres à candidature, ils recrutent, ils prennent les meilleurs. Alors que ces sociétés, en principe, devaient intervenir dans la formation, dans la rentrée, la formation et l'évaluation. Ça veut dire quoi? Que ce sont les sociétés qui doivent financer l'enseignement technique et professionnel? Non, mais c'est une participation. Nous avons vécu une expérience de ce genre. Laquelle? Bokeh. La CBG, dans les années 63, a lancé l'exploitation des bauxites de Guinée. Il fallait trouver des cadres aguerris, techniques bien formés pour aller dans l'exploitation minière. Donc l'USAID a financé une société d'Israël, l'autre organisation rationnelle du travail, a eu à former les formateurs. Les matières d'œuvre ont été trouvées là-dedans. Et les produits ont été formés. Les premiers sortants ont été recrutés comme des cacahuètes. C'est ça la réalité. Parce qu'il y a eu de l'investissement, la formation des formateurs. Les formateurs sont allés jusqu'en Suisse pour faire la formation. Quand ils sont revenus, la CBG n'avait même pas besoin de tester. Ils sont tous allés travailler à la CBG. À la CBG. Donc, c'est cette politique-là qui n'existe plus en fait? Non, maintenant? ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les sociétés interviennent très peu. Nous, quand nous sommes arrivés à Bokeh à un certain moment, la bauxite qui était en plein air, il fallait utiliser une autre sorte d'exploitation, dynamitage. Donc la CBG nous a alertés, a financé un projet, et j'étais à la tête de ce projet, pour former les jeunes. Nous avons recruté les jeunes sortants de Géomie, des jeunes ingénieurs, formés par la CBG, et nous avons fait un recrutement avec un nombre raisonnable, de 23 par classe. Ils ont été formés, aussitôt engagés par la CBG. Au centre de formation professionnelle de Bokeh. De Bokeh. Nous avons formé des opérateurs miniers et les gens qui ont fait BTS en champ lourd. D'accord. Voilà. Sauf que dans les autres régions, si vous y voyez les écoles, oh là là. Non, oui. Monsieur Kamara, moi, ma question, on va se focaliser sur le budget. Oui. Est-ce qu'avec le peu de budget que vous avez, parce que le problème qui est là, j'ai fait le constat, généralement, les écoles professionnelles qui sont dans la zone de Conakry, ces écoles-là ne fonctionnent pas comme avant. Quand je prends l'ENAM par exemple, ça fait plus de 20 ans, le mode de fonctionnement n'est pas comme dans les années 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, le peu d'argent que le ministère a, est-ce que ce peu d'argent-là peut les permettre d'avoir au moins des bons ateliers dans les différentes écoles que vous avez? Bon, moi je vais parler de généralité. Oui. Depuis le début de cette année, 2021-2022, aucune école n'a reçu un budget. Par exemple. J'ai dit aucune école, que ce soit école professionnelle, école de santé. Mais c'est un peu paradoxal parce que si vous dites qu'ils n'ont pas reçu de budget, alors qu'il y a au moins une valeur de 4 à 15% du budget national qui a lieu à l'éducation. Comment ça se fait cette répartition? Vous savez, parce que comment les gens vont organiser les examens avec ça? On sent le budget est différent du budget de fonctionnement des écoles. Attendez. Oui, ils ont une ligne budgétaire. Le budget, parce que chaque institution d'enseignement est subventionnée par l'État. Donc comment les subventions là se passent? Le budget
Moi, quand je prends toujours l'exemple de Bouygues, parce que j'ai fait 10 ans directeur, les budgets nous venaient par délégation de crédit. On a un SAF, on nous envoie les budgets. Nous, les budgets sont repartis, par exemple, achat de matériel d'œuvre. Parce que les matériels d'œuvre dans un atelier, c'est ça ma question. C'est fondamental. Ça se focalise oui, non. L'enseignement technique, 80% des activités se réalisent dans les ateliers. Oui. Donc, pour que les ateliers fonctionnent, il faut qu'il y ait la matière d'œuvre. Si vous n'avez pas de matière d'œuvre, vous ne pouvez pas fonctionner. Oui, mais quand vous dites qu'aujourd'hui, depuis l'exercice précédent, aucune école n'a reçu de financement. Pendant ce temps, à l'enseignement supérieur, par exemple, le budget des universités et des instituts, mais ça va par trimestre. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'à l'enseignement professionnel, il n'y ait pas de budget durant toute une année, ne serait-ce que cette année-là? Le budget se sent quoi? À l'achat et à l'utilisation à bon escient des matières d'œuvre, des différentes filières. Si vous avez la plomberie, il y a des entrants. Si vous avez l'électricité, vous avez la matière d'œuvre nécessaire. Si vous avez la plomberie, vous avez la menuiserie, vous avez la mécanique auto, vous avez un budget qui vous permet d'acheter la matière d'œuvre. C'est ce qui fait défaut. Quand vous n'avez pas la matière d'œuvre, comment voulez-vous que les étudiants pratiquent s'ils n'ont pas de matière d'œuvre? Donc il n'y a pas un rond transféré dans les écoles cette année? Moi, je ne suis pas informé. C'est la question que l'on vous pose, monsieur. Non. Je ne suis pas dans le système de transfert de soins. Moi, ce que je sais, je n'ai pas senti, après toutes mes enquêtes, cette année, il y a eu d'achat de matière d'œuvre. Il n'y a eu aucune amélioration parce que en même temps, on a vu le ministre faire le tour de certaines écoles ici. On nous a montré à la télé parce que je pense que les ministres ils sont champions dans ça. Une caméra, ils sont allés partout montrer les infrastructures qui ne sont plus des infrastructures comme on le dit. Ils nous ont montré des équipements qui ne sont plus adaptés. Ils nous ont montré que l'éducation, ça va vraiment mal. Mais après ça veut dire que après qu'on nous ait montré tout ça, il n'y a eu aucune solution. En tout cas, pour une personne externe que vous êtes, un observateur du secteur que vous êtes, pour vous, après, il n'y a eu aucune action posée dans le sens du financement des équipements dans ces écoles-là, en région, notamment à Boké. Bon, vous savez, il y a plusieurs sortes d'écoles. Nous avons aujourd'hui des écoles qui ont bénéficié de rénovation. C'est-à-dire que les infrastructures ont été rénovées, les équipements ont été trouvés. Vous avez des écoles qui ont bénéficié de nouvelles constructions, notamment les ERAM, École régionale des arts et métiers. Vous avez des écoles, des anciennes écoles, telles que l'école chemin de fer. On a pu trouver un bailleur de fonds Bolloré. Et vous avez aussi le CFP maritime, qui est une tache noire. Quand vous passez devant cette école, vous vous rendez compte que c'est une école qui n'évolue pas. Alors que dans le secteur de la pêche industrielle et artisanale, il y a beaucoup d'opérateurs économiques guinéens qui se font des dividendes. Aurait dû, s'il y a une bonne politique, participer à la formation. Il ne faut pas attendre que les jeunes sortent pour que vous les utilisez. Pourquoi vous ne faites pas un investissement en amont? Donc, est-ce que c'est l'État qui ne les oblige plus? Est-ce que c'est l'État qui oblige plus? Non, c'est pas que c'est une politique. L'État ne peut pas les obliger. L'État ne peut pas les... Mais c'est une politique. Aujourd'hui, si le ministre fait un appel à ce secteur, venez, nous allons ensemble voir quel est le diagnostic et remédier à tous les problèmes que se passent à cette école. Ce qui me sidère un peu, parce que le problème des ERAM, je pense bien que les ERAM sont très bien équipés, les ERAM. Et il y a eu un groupe d'enseignants qu'on a pris ici, ils sont allés faire leur formation au Maroc. Ils sont revenus. Mais jusqu'alors là, personne n'est engagé dans le processus pour faire fonctionner les ERAM. Est-ce que vous ne pensez pas que est-ce que le système même n'est pas vieillissant en matière d'enseignement? Non. Pour les ERAM, oui, il y a eu de la précipitation. Pour l'ouverture des ERAM, on ne devait pas ouvrir, les ERAM n'étaient pas prêtes. Quand vous faites une école, il faut les infrastructures, les équipements,
formation des formateurs, en formation disciplinaire et pédagogique, surtout en formation pédagogique. Les équipements qui arrivent, il faut que les formateurs eux-mêmes s'habituent à l'utilisation de ces équipements. Vous avez aussi la connexion de tous ces équipements sur le réseau électrique. Tout ça l'a fait défaut. Même si les formateurs ont été formés dans ce sens, certains ont été formés au Maroc, mais cela ne peut pas faire fonctionner une ERAM qui est sans électricité. Une ERAM dont les équipements, parce que les équipements sur lesquels ils ont travaillé certainement au Maroc ne sont pas les mêmes équipements qui se trouvent dans les ateliers. Donc il faut donner un temps d'adaptation. Donc les gens sont précipités pour des raisons non inavouées pour lancer les Si, je connais les raisons. C'est de passer devant les caméras et dire qu'on est en train de travailler pour le pays. Allez-y, madame. Moi, la question que je veux poser à docteur, c'est de savoir... Non, c'est pas docteur. Ok, acceptez, on vous a... La question que je veux poser, c'est de savoir, selon lui, en tant que spécialiste de ce domaine-là, qu'est-ce qui a manqué réellement pour que jusqu'à présent, nous nous retrouvons encore derrière avec ce pan de l'éducation? Bon, j'ai dit qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, ceux qui viennent à l'enseignement technique, les apprenants, soient bien motivés. C'est-à-dire que je veux le faire parce que c'est un métier qui me plaît. Il ne faut pas que les élèves qui échouent au baccalauréat, au BPC, parce que nous avons des écoles. Mais pourtant, il y a un concours. C'est une politique que l'enseignement technique devrait mettre en place. Oui, mais pourtant, il y a un concours qui est organisé chaque année. Oui, mais c'est à défaut souvent. Voilà. Comment faire pour attirer les gens vers ce Non, en réalité, pourquoi on fait le concours? On fait le concours, c'est pour avoir les meilleurs. Quand vous avez 20 places, vous soumettez les 20 places à un concours. Donc les meilleurs, si vous avez 500, vous dites le ratio est bon, je peux avoir les 20 meilleurs. Vous comprenez? Donc le concours s'organise pour ça. Mais en réalité, nous avons des normes. Lorsque vous voulez bien enseigner en enseignement technique, vous avez les normes dans les ateliers, vous avez les normes dans les classes technologiques. Si vous avez dans un atelier 100 pour 2 moteurs vivants, comment voulez-vous que ces élèves-là aient une bonne formation? C'est-à-dire qu'il faut de l'investissement. Il faut investir. Il faut que l'école parvienne à collaborer avec ses partenaires. Parce que ce n'est pas l'État qui fait tout. D'accord. Il faut travailler avec ses partenaires. Je suis les partenaires qui sont dans la localité, l'école, le directeur doit être fort en management pour tisser les liens de partenariat avec son environnement. Monsieur Camara, moi j'aimerais vous demander, au regard du triste bilan ou du bilan catastrophiste qui est dressé souvent lorsqu'on parle de l'enseignement professionnel. Il y a des enfants qui nous écoutent en même temps. Il ne faut pas que je fasse peur aux enfants. Voilà, donc je disais, est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, les yeux dans les yeux, vous pouvez nous dire que l'enseignement professionnel et technique en Guinée, est-ce que les sortants ont réellement le niveau pour intégrer le marché du travail? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que ceux que vous avez formés pendant 10 ans à Bokeh, par exemple, vous pouvez prendre la garantie pour eux qu'ils peuvent intégrer le marché du travail? Écoutez, il y a l'offre et la demande. D'accord. Dans tout système, nous offrons, mais il y a la demande. Mais est-ce que l'offre correspond qualitativement au marché? Attendez. Nous devons avoir une vision claire de l'avenir de l'enseignement technique en matière d'emploi. Je suis d'accord. Si vous prenez aujourd'hui Rio Tinto, en 2023-2025, ils vont commencer à exporter du minerai de fer. Selon les prévisions, il y a près de 100 000 emplois directs. Emplois directs sont ceux-là qui sont directement liés à l'exploitation de la mine jusqu'au port en eau profonde de Mont-Royal. Donc, cette vision
on doit anticiper pour voir quels sont les besoins réels de Rio Tinto. Le ministère travaille. Donc, former pour Rio Tinto. Non. C'est ça? Former pour Rio Tinto. Oui. La Guinée doit former. Non, je dis en une fonction vision des emplois qui peuvent se créer dans le secteur minier. Parce que les secteurs de génie sont généralement des secteurs là où les sortants vont directement. Non, on n'a fait que génie. Vous comprenez? Quand la CBG a eu besoin, à un moment donné, le recrutement, c'est plein. OK. Et toute société, vous avez les seuils de recrutement. Vous commencez avec ça. Au fur et à mesure que la société mais la question évolue, de M. Valli aujourd'hui, est-ce que l'offre que la Guinée fait à ces sociétés-là est à la hauteur de leur demande? Ouais. leur attente. Qualitativement, qualitativement, surtout de leur attente. Hein. Non. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de Parce que là, vous parlez du quantitatif. C'est la question que vous nous parlez posons du aujourd'hui. quantitatif. Est-ce que la Guinée forme bien ces jeunes? J'ai toujours dit, en termes de formation, il faut parler de qualité. Oui. C'est ce qui est recommandé. Oui. Est-ce qu'on a Les est-ce qu'on a objectifs cette du Mais le qualité? ministre avait dit hier que nos écoles de santé formaient des potentiels assassins. On va revenir là-dessus. Mais là, c'est la preuve qu'il y a un problème dans la question que de la on formation revient qui est toujours donnée. sur ce que M. Valli a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sortent des écoles techniques et professionnelles de la Guinée sont assez bien formés pour répondre aux attentes des sociétés si jamais elles faisaient la demande? Est-ce que la Guinée forme bien ses élèves dans les écoles techniques et professionnelles? La Guinée forme. Bien Mais ou pas? dire maintenant bien, c'est difficile de le dire parce que je n'ai pas tous les indicateurs. Mais ce que je peux dire, attendez, ce que je peux vous dire, lorsque aujourd'hui il y a une demande, il y a l'offre sur le marché, il y a toujours les gens qui viennent et qui parviennent à décrocher. Mais en même temps, si vous avez une activité à haute les Guinéens, c'est quand même pas dérangeant pour la Guinée. Si vous avez une activité à haute intensité de main-d'œuvre, il va sans dire que la société en question travaille en relation avec les sociétés minières. Les sociétés minières, si on les écoles, assistent les écoles, nous avons besoin de tel, il faut aller. Parce que la vocation d'une société ne fait pas la formation de base. Monsieur Camara, prenez par exemple la SAC. Aujourd'hui, la réalité est que, s'il vous plaît, monsieur Valli, la réalité est que le Guinéen, il préfère un ingénieur sénégalais, par exemple, pour lui faire la construction de son bâtiment qu'un Guinéen. Il préfère un électricien togolais, par exemple. En réalité, non, ce n'est même pas au-delà du complexe d'infériorité. C'est parce que, justement, ces personnes-là, on a l'impression qu'ils sont mieux formés que ceux qui sortent des écoles guinéennes. Moi, j'ai entendu quelqu'un critiquer, c'était le menuisier de mon quartier. Il dit qu'il a reçu des sortants de l'école de Cancan, de la menuiserie de Cancan. Il les a reçus en apprentissage dans son atelier, mais c'est des gens qui ne savent même pas tenir une scie, par exemple. Ils ne savent même pas faire une bonne mesure de la chose. Il dit que jamais il ne va leur confier son travail, lui. Et pourtant, lui, il n'est pas sortant d'école. Quand vous entendez des choses comme ça sur l'école professionnelle, vous vous dites, mon enfant, jamais il ne va aller là-bas. Je préfère qu'il devienne commerçant à Madina. Ce qu'on est. Oui. Lorsque vous êtes à la tête d'une école, vous avez toute une responsabilité. Vous avez un rôle à jouer. Moi, je prends toujours l'exemple sur le Bokeh. Moi, j'ai fait venir des menuisiers ivoiriens dans l'atelier. Ils utilisaient les équipements de l'école. Ils faisaient de la prestation de services avec mes enseignants et les élèves. Quel a été le gain? Le gain, c'est qu'il y a eu un transfert d'expérience entre ces gens. Le secteur informel, il ne faut pas sous-estimer. Est bourré de pétri, des gens qui ont de l'expérience. À Bokeh, on a un problème de stage. On a un problème de stage. Nous avons sillonné la ville de Bokeh. Nous avons mis en place un système de collaboration entre ce secteur informel et l'école. C'est-à-dire que tous les soirs, parce qu'on ne pouvait pas les envoyer dans une grande entreprise comme la CBG en stage, à un moment donné, ils vont dans ces
dans ces ateliers. C'est maintenant aux formateurs de tourner pour aller voir, s'inquiéter comment les donc choses. les responsables d'école donc cela veut dire qu'il ne faut pas exclure du système les autres qui ont de l'expérience, qui ont la main. Je suis d'accord. Oui, mais ça, ce sont les responsables d'école qui doivent nos laboratoires, nos ateliers. Allez-y, depuis un temps, il veut poser une question. Allez-y, parlez. Maintenant, je vais poser deux parce qu'on a grillé. Allez, placez-vous deux. La première question, c'est par rapport au concours que vous faites dans les différentes écoles. Est-ce que le concours est fait en fonction des offres d'emploi que les entreprises vous proposent? Parce que souvent, les entreprises ont des besoins. Est-ce que vous prenez le nombre dont les entreprises ont besoin? Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, on a l'impression que l'accent est beaucoup mis sur les mines et puis le génie. Est-ce que ce ne serait pas mieux aujourd'hui de mettre davantage l'accent sur des secteurs qui peuvent employer de façon illimitée, notamment le secteur agricole? Bon, le concours se fait par le service examen et contrôle scolaire. Et de la passerelle, hein? Oui, voilà. Et de la passerelle, Oui. naturellement. Donc, ça se fait en fonction des besoins des écoles. C'est même devenu un concours de proximité. Oui. Ceux de Bokeh ne viennent pas à Conakry, ceux de Labé restent à Labé, ils font le concours, la correction se fait, et le ministre prend un acte, il les envoie dans les écoles. Donc ça peut être, quand ils viennent maintenant dans les écoles, c'est là où vous allez trouver que les jeunes préfèrent un métier par rapport à un autre métier. Par exemple, quand vous allez dans les écoles professionnelles aujourd'hui, vous trouvez plus de personnes, plus d'étudiants en mécanique auto, en électricité, en plomberie. Par contre, les métiers pauvres, c'est la maçonnerie et la menuiserie. Oui. Quand vous les orientez, de femmes même, ils démissionnent. Ouais. Ça, c'est la réalité. Oui, je suis d'accord. Moi, quand il y a des choses, je ne veux pas qu'on choisisse ça pour moi. Par exemple, mon métier. Je préfère faire mon métier et autres. Oui. Quand vous entendez par exemple le ministre dire ce qu'il a dit sur l'école de Deuxième la question, santé. l'accent, est-ce que ce ne serait pas mieux de mettre davantage l'accent sur les secteurs qui emploient de façon illimitée et qui sont d'ailleurs porteurs de croissance? Vous savez, il y a des métiers là où on peut réduire les années de formation. Quand vous prenez, si vous voulez former quelqu'un à une production agricole donnée, il n'a pas besoin de faire 3 ans. 3 ans, oui. Ça, je suis Si vous voulez faire l'exploitation agricole, l'élevage, il n'a pas besoin de 3 ans. Mais il faut qu'il y ait une corrélation entre la formation et l'emploi. Les gens prennent l'exemple, les élèves prennent l'exemple sur ceux qui ont reçu dans un domaine donné. S'il y a trop d'échoués, ils ne vont pas venir. Abadan, je suis d'accord Voilà. avec vous. Moi, ma question était de savoir justement ces propos du ministre parce que c'est illustratif pour moi. Quand il et par endroit, il a raison parce que quand vous faites la remarque, beaucoup ont envie d'aller dans le secteur de la santé aujourd'hui. Le professionnel produit beaucoup plus d'agents de santé que de menuisiers ou autre chose. Et malheureusement, dans les hôpitaux, ça se remarque aussi. Maintenant, quand le ministre dit que nos écoles forment des assassins, et surtout nos écoles de santé forment des assassins, vous qui êtes du secteur professionnel, technique et professionnel aujourd'hui, est-ce que globalement, qu'est-ce que vous pourrez dire de ce secteur pour finir? Ok. Après Bokeh, j'ai été muté à la Direction nationale d'enseignement professionnel privé. Les écoles, là où on n'avait plus de difficultés, c'était les écoles de santé. On a... Les écoles de santé. Oui. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Ouais. Michel Famem en connaît beaucoup. selon la carte scolaire, dans chaque région, on a au moins une dizaine d'écoles. Et la formation, je l'ai dit tantôt, 80% pratique. Nous avons instauré un système pour avoir un agrément. Il fallait obéir à des critères. Il faut faire un établissement avec les normes
issus de notre service d'infrastructure, équipement et maintenance. Vous construisez, vous équipez, vous faites les laboratoires de compétences et les laboratoires de démonstration dans les écoles de santé. Mais il se trouve que dans le secteur, comme c'est un secteur qui attire beaucoup, des commerçants sont venus investir, qui ne sont pas du métier, qui ne sont pas ni des docteurs, ni des enseignants. Certains ont loué même des infrastructures, ils sont en location. Évidemment. Ils font du business. Oui. Donc, et les normes, on a tendance à mettre ces normes de côté. C'est pourquoi tous les ministres qui sont venus pour avoir un agrément, c'était la croix et la bannière. Donc, n'oubliez pas qu'en Guinée, il y a toujours cette affaire d'influence. On peut influencer le ministre. Le trafic d'influence. Oui. Et s'il te plaît. Oui, et finalement, il donne les agréments. Et il faut le dire que les écoles officiellement agréées existent, des écoles clandestines, comme les cliniques. Moi, je suis allé en mission dans ces écoles. J'ai vu dans quelles conditions ces futurs infirmiers d'État travaillent. Pour nous, il faudrait qu'il y ait une série de conditions réunies pour que les écoles, en réalité, doivent ouvrir. Sans oublier, la chose la plus difficile à avoir, c'était les stages. La dernière fois, j'étais à une mission, pas dans votre studio. Il y a un monsieur qui appelle de l'abbé. Il dit que, nous, ici, il y a des écoles de santé. Mais quelle formation? Bon, mais vous savez pourquoi je dis la formation pratique n'existe pas. Vous ne pouvez pas former, par exemple, un journaliste seulement dans votre studio. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pas possible. Donc, je vais finir. S'il te plaît, je vais finir. Oui. Donc, lorsque vous avez à l'Abbé un hôpital régional, vous allez avoir 2 ou 3 centres de santé communautaires à l'Abbé. Les élèves de l'Abbé qui sont en première année, parce que dans une formation classique, l'APC, certainement on en parlera, il y a ce qu'on appelle la gestion des stages, les stages d'initiation, les stages de perfectionnement et les stages d'intégration. Je suis d'accord. Donc, si tous les étudiants première année vont en stage d'initiation, les 2 autres aussi rejoignent, vous pensez qu'à l'Abbé, l'hôpital de l'Abbé ne peut pas contenir 4 écoles privées et choses. Donc, c'est les réalités sur lesquelles il faut se baser désormais pour octroyer une licence, un agrément à un opérateur. Mais moi, je suis totalement d'accord. 15 heures passées de 50 minutes. Michel Alpha, il faudrait qu'on libère. On a d'autres invités qui doivent venir. Permettez qu'on se limite là aujourd'hui. Peut-être pourquoi pas prochainement. On peut souvent parler de l'enseignement technique et professionnel parce que ça n'arrive pas souvent. Je pense qu'il y a énormément d'angles à soulever, d'angles pour essayer de comprendre. Le ministre, il a provoqué. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Merci, monsieur Fodé Ahmadou Camara, d'avoir accepté de prendre la parole dans cette émission. C'était un plaisir. Je vous remercie, M. Condé. D'accord. Je suis à votre disposition. D'accord. Bien sûr qu'on ne va pas vous lâcher. On va vous faire venir, on va savoir ce qui se passe à Bokeh. Parce qu'en même temps, on nous dit que l'Institut de Bokeh ne mérite même pas d'être appelé institut parce que ce n'est pas à la hauteur d'un pays exportateur de bauxite comme la Guinée. Parce que les formations... Il y a beaucoup de choses qui se disent auprès. On va vous appeler, puisque vous maîtrisez beaucoup plus Bokeh, on va vous appeler sur des questions spécifiques sur Bokeh. Merci encore une fois. Il faut en parler Rio Tinto. Évidemment. 15 heures passées de 51 minutes.